Bienvenue sur cette chaîne YouTube consacrée au procès contre Michael Jackson ayant eu lieu en 2005. Sur cette chaîne, je résume le procès jour après jour en m'appuyant sur la retranscription du procès venant du tribunal de Santa Maria en Californie. Si vous ne l'avez pas déjà fait, je vous recommande fortement de visionner mes vidéos précédentes afin d'avoir une vision précise du déroulement de ce procès et de prendre connaissance de l'ensemble des informations. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais résumer le déroulement du procès le 3 juin 2005, 64e jour du procès, après la sélection du jury. Tom Mesereau poursuit sa plaidoirie. Tom Mesereau dit que Gavin a témoigné que quand il est allé à Neverland pour le film de Bashir, il pensait que c'était une audition. Janet, dans la vidéo filmée chez Amin Mosley, dit que ses enfants voulaient être acteurs. Starr voulait être dans un documentaire, et c'est pourquoi Michael Jackson a fait faire la vidéo dans laquelle Starr est le présentateur. Ces gens sont des acteurs. Mary Holzer a dit que Janet lui avait dit que Gavin connaissait ses répliques, mais Starr avait plus de mal. Elle les coachait pour l'affaire J.C. Penney. Janet est plus sophistiquée que David. Elle vous fait des hugs, elle vous aime. Vous faites partie de sa famille. Ensuite, elle vous raconte une histoire sur son malheur et elle obtient de l'argent. Hamid Mosley la connaissait à peine et lui a donné $2000. Ron Zonen a dit que Michael Jackson avait montré de la pornographie aux enfants. Mais à qui? Macaulay, Wade et Brett n'ont jamais dit que Michael Jackson leur en avait montré. Jordan Chandler n'a pas témoigné. Jason Francia n'a jamais dit que Michael Jackson lui en avait montré. Les seules personnes qui ont raconté ça sont des escrocs, des acteurs et menteurs. Leur seule preuve légale, ce sont des empreintes sur des magazines appartenant à Michael Jackson. Et vous savez que partout où ils vont, les enfants Arvizo fouillent dans les tiroirs, fouillent dans la maison. Ils l'ont fait chez la dentiste, chez Vernie Watson Johnson. C'est comme ça qu'ils se comportent. Malheureusement, Michael Jackson était trop généreux et laxiste, comme l'a dit Kiki Fournier. Il laisse les gens venir dans sa chambre, sa maison, à Neverland. Mais ce n'est pas un crime. Dans ce procès, il manque une preuve appelée appel téléphonique prétexte. La victime présumée appelle son agresseur en étant enregistrée par la police et lui pose des questions incriminantes. Gavin a refusé de le faire. Et Gavin a appris avec ses parents à téléphoner aux célébrités sans effort. Il savait que s'il le faisait, il n'aurait pas de déclaration incriminante, car ce n'est pas arrivé. Gavin n'a pas peur de Michael Jackson. Il est en colère que Michael Jackson ait abandonné sa famille et ne se soit pas occupé d'eux pendant le reste de leur vie. Michael Jackson a fait beaucoup de choses pour cette famille, et il voulait que ça continue. Steve Robel avait déjà décidé en interviewant Gavin qu'il voulait un procès criminel, sans connaître leur passé d'escrocs, acteurs et menteurs. Gavin a dû lutter quand on lui a demandé ce qu'était une mauvaise chose. Il n'a jamais dit mentir, tricher ou voler. Il ne peut pas dire qu'il est mal de mentir, car il a été élevé comme ça. Chris Tucker avait décrit Gavin comme intelligent et rusé. Gavin l'inquiétait. Si Michael Jackson est condamné, ils vont devenir multimillionnaires via Feldman et Dick Herman. Ils attendent pour la plus grande escroquerie de leur carrière et le jury a juste à les aider. Il faut regarder les histoires qui changent, les déclarations incohérentes de Gavin et Starr, les seuls témoins de ces prétendues agressions. Dans la vidéo de la police, Gavin dit qu'il a été agressé quand ils sont revenus de Floride. Ils ont seulement changé les dates quand ils ont réalisé l'effet de leur déclaration aux assistants sociaux du DCFS, à Brad Miller et dans la vidéo tournée chez Amin Mosley. Gavin a dit dans la vidéo « Je pense qu'il m'a touché 5 fois ». Au tribunal, il a dit 2 fois. À 15 ans, Gavin a admis qu'il avait déjà parlé à des avocats avant Dick Herman et Feldman, car sa famille contacte des avocats depuis des années. Gavin a dit à Steve Robel que sa grand-mère lui avait dit que les hommes doivent se masturber, sinon ils violent, et il a dit au tribunal que Michael Jackson lui avait dit ça. Confronté à son mensonge, il a dit que les deux l'avaient dit. Quelles sont les chances pour que sa grand-mère et Michael Jackson lui disent, au mot près, la même chose? Il a admis avoir dit à son professeur que Michael Jackson ne l'avait jamais touché, en faisant attention à ce qu'il disait. Devlin a dit que son seul problème à l'école était de parler en classe, et ils veulent faire croire que Gavin serait une victime et serait devenu agressif et indiscipliné à cause de l'agression. Ses professeurs ont parlé de ses problèmes de discipline. Se lever et chanter au milieu de la classe, se battre.
Il a dit à propos d'un professeur qu'il avait perdu du respect pour lui car il s'était abaissé à son niveau. C'est un problème de discipline précoce. Les Arvizo ont tous dit qu'ils ne se parlaient pas du procès entre eux, ne se parlaient pas de Bachir. Si vraiment Janet n'avait pas regardé le film de Bachir, pourquoi a-t-elle dit à Gavin de lui tenir la main, comme dans le film de Bachir, dans la vidéo tournée chez Amin Mosley? Gavin a dit au tribunal que personne associé à Michael Jackson ne l'avait menacé. Dans la vidéo filmée par la police, il a dit que Frank avait dit que sa mère serait tuée. Gavin a dit à la police qu'il ne buvait pas beaucoup à Neverland. Il a dit au tribunal qu'il buvait toutes les nuits. Il a admis avoir donné à Snedden différentes versions de la période d'agression. Il n'a fait ses accusations à la police qu'après avoir vu 2 avocats. Il a dit au tribunal que Michael Jackson était un homme gentil. Il a nié avoir été surpris en train de se masturber à Neverland. Il dit qu'il n'a pas regardé la télévision avec Rijó dans le logement pour invités. Il a nié avoir volé de l'alcool en présence de Rijó, avoir dit à Rijó qu'il voulait regarder des films pornographiques. Il a dit que la seule fois où il avait goûté de l'alcool avant d'aller à Neverland était à l'église. Qui peut croire ça? Pour les accusations d'agression sexuelle, il y a un témoin qui ment, pas de témoin indépendant pour confirmer, et pas de preuves matérielles. Les seules preuves de l'accusation, ce sont les empreintes sur les magazines, et elles prouvent seulement que Gavin et Starr ont regardé les magazines. Elles ne prouvent aucun crime. Il a nié avoir été surpris par Shane Meredith avec de l'alcool. Shane Meredith qui n'a aucune raison de mentir et ne travaille même plus à Neverland. Il a nié avoir dit à Chris Tucker qu'il n'avait pas eu d'argent à la collecte de fonds et a nié lui avoir demandé de l'argent. Pourquoi est-ce que Chris Tucker mentirait? Starr a admis avoir menti en disant sous serment dans l'affaire J.C. Penney que ses parents ne se battaient jamais. Il a dit qu'il ne se souvenait plus si on lui avait demandé de mentir dans cette déposition. Il a menti si jeune et personne ne lui a demandé de mentir. Il a admis avoir menti en disant que son père ne l'avait jamais frappé. Il a nié avoir été coaché par ses parents pour la déposition contre J.C. Penney. Starr a dit au tribunal que Michael Jackson avait une canette avec un anneau rouge dans l'avion. Il avait dit à la police qu'il avait vu du vin blanc dans la canette, puis a dit au tribunal qu'il ne se souvenait pas avoir dit ça, qu'il n'a jamais regardé dans la canette. Starr a dit que la sténographe judiciaire avait dû se tromper. Starr a nié avoir été surpris dans la cave à vin en train de boire du vin quand Michael Jackson n'était pas là. Starr a admis savoir dans quelle pièce était suspendue la clé de la cave. Il a nié avoir été surpris avec un magazine pornographique à Neverland. A dit n'avoir jamais regardé de magazine pornographique avant de venir à Neverland. Il a nié avoir dit au shérif qu'il avait regardé teenpussy.com. Starr a dit qu'il avait vu Michael Jackson agresser Gavin dans la chambre sans lumière pendant quelques secondes, avec une lumière dans l'escalier, puis était parti en courant. Il est ridicule de condamner Michael Jackson sans preuve, juste sur la base des déclarations de Starr. L'accusation de complot est ridicule. Ils disent qu'ils étaient kidnappés, retenus contre leur gré, et Starr a dit devant le grand jury que sa mère ne lui avait jamais parlé de partir de Neverland, puis dit l'inverse au tribunal. Il a nié avoir pointé un couteau sur Kiki Fournier. Il a pointé un couteau sur Kiki Fournier et sur Angel Vivanco. Il a d'abord dit qu'il n'avait pas vu Michael Jackson toucher le sexe de Gavin, puis a dit qu'il voulait dire que c'était à table, puis a contredit cette histoire. Il a admis avoir fait des déclarations différentes à Stanley Katz et pendant le procès sur les supposées agressions. Devlin, qui est en contact régulier avec sa famille et parle à sa mère tous les jours, cherche à faire croire qu'elle n'aurait jamais parlé du procès avec sa famille. Elle dit que personne dans sa famille n'a regardé le film de Bachir, admet que sa mère fait des allusions à Gavin tenant la main de Michael Jackson dans le film de Bachir, dans la vidéo filmée chez Amin Mosley, mais dit que sa mère ne l'a pas appris en regardant le film. Elle dit qu'elle n'a jamais parlé du film de Bachir avec sa famille. Qui peut croire ça? Il y a une instruction du jury qui dit que quelqu'un mentant sur quelque chose de significatif peut être totalement rejeté dans un procès. Gavin a accusé sa mère de maltraitance dans les années 1990. Devlin accuse son père de l'avoir agressé sexuellement parce que sa mère l'a dit et elle dit que son père l'a reconnu. Il y a un passif d'accusation d'agression sexuelle et de maltraitance contre toutes sortes de personnes dans cette famille. Janet a été prise en photo par la police après avoir été arrêtée dans le parking du centre commercial. Il n'y avait pas de traces de coups sur son corps.
Le jury sait déjà que les documents de la prison indiquent qu'il n'y avait pas de traces de coups. Mary Holzer a dit que Janet lui avait dit qu'elle avait été battue par David après avoir été relâchée. Ils ont pris des photos des coups des semaines après pour pouvoir réclamer de l'argent à J.C. Penney. Janet a dit à Aja Prior que des hommes blancs l'avaient battue au centre commercial. Elle a dit à Harlan Kennedy que des hommes noirs l'avaient battue dans une allée. Elle a confirmé que le DCFS avait mené une enquête sur elle après les accusations de Gavin dans les années 1990. Les Arvizo avaient décidé que Michael Jackson était leur famille. Ils lui envoyaient des cartes en l'appelant papa. Ils disaient à Chris Tucker qu'il était leur frère et leur famille. Janet vous dit d'abord que vous êtes sa famille, avant de parler de sa pauvreté. Snedden a cherché à neutraliser ça en les présentant comme une famille très affectueuse dans sa déclaration préliminaire. Après s'être échappée de Neverland avec Jésus Salas, Janet admet qu'elle disait toujours que Michael Jackson était sa famille. Pourquoi dire ça si elle pensait qu'elle était kidnappée et que Michael Jackson était à la tête de ce grand complot? Le but de Janet était d'être avec Michael Jackson. Elle dit qu'ils se sont échappés 3 fois, mais ils reviennent toujours, puis rentrent chez eux. Elle a dit qu'elle ne savait pas combien Starr et Gavin avaient touché après le règlement financier de J.C. Penney. Est-ce crédible? Elle a accusé ses avocats et Mary Holzer d'être des menteurs parce qu'ils n'avaient pas corrigé ses déclarations après l'arrestation de David. Elle accuse toujours les autres d'être responsables. Dans la vidéo tournée chez Amin Mosley, on la voit rire et se comporter de manière spontanée devant la caméra en faisant allusion à des signes de gang. Ce ne sont pas des choses qui ont été apprises à l'avance. Elle a regardé la caméra en disant « Oh mon Dieu, nous sommes filmés » avec un grand sourire. Ce qu'ils avaient dit devant la caméra, ils l'avaient déjà dit devant Brad Miller, et elle dit qu'elle parlait honnêtement de Michael Jackson devant Brad Miller. Avec Janet, tout le monde ment, sauf elle. Les assistantes sociales mentent, les avocats mentent. Elle a nié que Devlin et elle ont demandé les clés de la voiture de Chris Tucker à Aja Prior. Maintenant, c'est Aja qui est supposée mentir. Elle nie avoir dit à Aja Prior qu'elle était contente d'aller au Brésil. Elle nie l'avoir invitée à l'accompagner pour le carnaval. Elle dit qu'elle a dit à Aja qu'elle était retenue contre son gré, mais Aja a dit que Janet ne lui avait jamais dit ça. Janet nie avoir dit à Aja qu'elle ne voulait plus aller au Brésil car Michael Jackson n'y allait pas. Janet séjourne chez Jay Jackson, elle va dans des hôtels, elle fait du shopping. Elle peut appeler le 911 à Neverland. Elle aurait pu téléphoner chez le dentiste, dans le salon de beauté. Janet est une menteuse qui escroque des gens depuis des années. Elle a nié avoir raconté à quelqu'un qu'elle vivait dans une écurie. Mais qui a inventé ça? Elle a dit qu'elle était SDF à l'école de danse de ses enfants. Elle dit qu'elle a appris que Gavin aurait été agressé en septembre 2003 parce que la police le lui a dit. Mais alors pourquoi a-t-elle été voir Larry Feldman? Elle dit qu'elle a appris que des collectes de fonds avaient eu lieu pour Gavin après qu'elles ont eu lieu. Peut-on vraiment le croire, alors qu'elle cherchait à obtenir de l'argent partout pour Gavin? Elle dit qu'elle ne savait pas que Gavin cherchait à contacter des célébrités au téléphone. Un seul mensonge sous serment est suffisant pour que les accusations soient rejetées du tribunal. On ne peut même pas compter tous les mensonges des Arvizo sous serment. Si le jury a un doute raisonnable sur les Arvizo, l'affaire est terminée. S'il y a un doute raisonnable sur la culpabilité de l'accusé, il doit être acquitté. Le jury doit acquitter Michael Jackson pour respecter la loi. Tom Mesereau demande au jury de respecter le principe de la preuve au-delà d'un doute raisonnable. L'accusation peut salir Michael Jackson parce que c'est un être humain qui a ses problèmes, mais ils ne peuvent pas prouver ces accusations au-delà d'un doute raisonnable, et ils n'auraient jamais dû organiser ce procès une fois qu'ils ont appris qui étaient les Arvizo. Le jury a-t-il vu des preuves claires et convaincantes que les Arvizo sont honnêtes et crédibles, qu'ils n'ont pas de motivation financière? Est-ce que le jury a des doutes raisonnables sur cette famille et ce procès? Est-il rationnel de penser que les Arvizo sont des escrocs, acteurs et menteurs? Il n'y a aucune preuve que Michael Jackson aurait eu l'intention de participer à un complot et aucun des co-conspirateurs n'a été inculpé, même pas pour un délit. Les accusations sont absurdes et le parjure partout. Comment le jury pourrait-il condamner Michael Jackson dans ces conditions?
Michael Jackson a des magazines pornographiques hétérosexuels. Il est immature, naïf et enfantin. Et ils veulent le montrer comme un monstre qui déciderait de donner de l'alcool à un enfant atteint d'un cancer pour l'agresser. Mesereau demande au jury s'ils peuvent vraiment croire ça. Montrer que différentes personnes sont associées, font des affaires ensemble, se rencontrent, n'est pas une preuve de complot. L'accusation doit prouver, au-delà d'un doute raisonnable, que Michael Jackson avait l'intention de former un accord pour un complot et qu'il voulait séquestrer ou extorquer des enfants. C'est une absurdité. Cela a été un cauchemar pour Michael Jackson. Il a été négligent avec son argent. Il s'est associé avec les mauvaises personnes. Il a été assez naïf pour laisser les Arvizo le fréquenter. Mais, dit Mesereau, au nom de la loi et des faits exposés dans ce tribunal, le jury doit donner un verdict non coupable pour tous les chefs d'accusation. C'est le seul verdict juste. Le procureur Ron Zonen commence sa plaidoirie en réponse à la défense. Il dit que les crimes sexuels sont souvent commis en privé et que l'on parle du privé d'une forteresse, derrière plusieurs portes fermées et plusieurs alarmes. Il dit que Brett Barnes a été très évasif concernant le temps qu'il a passé avec Michael Jackson. Soudain, sa sœur a dit que cela faisait 1 an, une tournée de 6 mois et une autre tournée de 6 mois. Soudain, on réalise qu'un enfant a dormi 1 an dans la chambre de Michael Jackson. Il dit que Michael Jackson n'a jamais eu de compagnie adulte aussi longue, d'après ce qu'on a pu entendre pendant le procès. Il dit que Brett Barnes et lui ont voyagé ensemble dans des chambres d'hôtel, que ce n'est pas une amitié, mais une relation. Vous seriez outragé si vous saviez que quelqu'un dans votre voisinage emmenait des jeunes garçons dans sa chambre, au milieu d'une mer de pornographie et d'alcool. Wade avait 7 ans quand il a dormi dans le lit de Michael Jackson. Il dit que Michael Jackson a voyagé à l'autre bout du pays pour passer une semaine avec Macaulay Culkin. Joy Robson a décrit June Chandler comme quelqu'un en quête d'argent, alors qu'elle a reçu 20 000 $ de Michael Jackson, une voiture, l'immigration aux États-Unis, un travail et un appartement. Il dit que quand Michael Jackson était avec les Chandler à New York, il a cassé une lampe, a cherché à faire dire à Lily que c'était un accident, il pleurait, il la suppliait de le laisser accéder à son fils Jordan. Il a dormi avec Jordan plus d'1 mois, dans la chambre de Jordan, et il dit qu'il était amoureux de cet enfant. C'est arrivé avec Gavin. Ça a commencé avec de longs appels téléphoniques, avec lui qui est venu à Neverland. Michael Jackson est revenu de Floride le 2 mars 2003, le jour même où Gavin et sa famille sont revenus à Neverland. Les garçons sont retournés dans sa chambre et finalement Star a quitté la chambre. Ils sont restés là jusqu'à ce qu'ils partent le 12 mars. Exactement le même type de relation avec Brett Barnes et Jordan Chandler. Il dit qu'il ne faut pas ressentir de sympathie pour l'accusé ou les victimes, il faut juger les preuves de manière impartiale. Il ne faut pas non plus considérer le fait que les co-conspirateurs ne sont pas inculpés. Il dit que l'affaire J.C. Penney n'était pas une fraude. Janet n'était pas dans le magasin, elle a vu une altercation impliquant son mari. Elle est allée l'aider et a été battue. Il dit que les photos ont été prises des jours plus tard et que les bleus ont tendance à apparaître plus tard. Il dit que Mary Holzer a dit que les enfants étaient blessés aussi. La grand-mère est venue chercher Gavin et Star et ils se plaignaient de douleur. Ils n'ont pas eu de contact avec leur père. Les blessures ont été diagnostiquées le lendemain à l'hôpital. Il dit que Janet a menti dans sa déposition en disant qu'elle n'était pas victime de violences conjugales quand elle vivait encore avec David. Il dit qu'elle n'a pas eu à coacher les enfants car les enfants d'une famille violente savent intuitivement qu'il ne faut pas parler de ça. Il dit qu'il n'y a pas eu de plainte frauduleuse et sous-entend que Mary Holzer voulait être témoin dans ce procès. Janet a eu 32 000 $, Gavin 25 000 $, Star 5 000 $. David a eu approximativement 5 000 $ et il reste 85 000 $ pour les avocats. Il dit que Janet a été voir Bill Dickerman après que Aja Prior et Jenny Masada lui avaient conseillé de voir un avocat. Dickerman a fait des demandes pendant 2 mois et demi pour le retour des affaires des Arvizo, sans qu'on lui dise où elles étaient et sans qu'on les lui rende. Il demande à Granada Productions que les enfants ne passent plus à la télévision. Il ne dépose pas de plainte contre Michael Jackson. Bill Dickerman les a envoyés à Larry Feldman car il savait que Michael Jackson était impliqué dans tout ça. Il dit que Gavin Arvizo est un clone de Jordan Chandler et qu'en le voyant, Feldman les a envoyés au Dr. Katz. Stan Katz a travaillé avec Feldman sur une seule affaire, celle de Jordan Chandler. Ils ne sont pas amis proches.
Stan Katz a interviewé les Arvizo et a décidé qu'il fallait faire un rapport au Child Protective Services. Gavin n'a pas fait d'accusation avant d'aller à la police. Il dit que Gavin n'a pas varié dans la description de ce qui lui est arrivé. Mesro a demandé pourquoi Michael Jackson aurait agressé Gavin juste après la diffusion du film de Bashir et après que Gavin avait été interrogé là-dessus. Zonen répond « Parce qu'il le pouvait ». Parce qu'il ne retenait pas ses pulsions et avait cet enfant dans sa chambre. Il dit que Gavin a dit qu'il aurait été agressé 2 fois après le 20 février 2003 et que c'était peu de temps avant de partir de Neverland. Il dit que Gavin était amoureux de Michael Jackson et aurait fait tout ce qu'il voulait. Il dit que Michael Jackson était indifférent au fait que ce soit proche d'une production télévisée et qu'il se sentait plus protégé par le fait que Gavin avait dit dans des interviews que rien ne s'était passé. Il dit que Gavin a parlé de 5 agressions, puis a dit devant le grand jury qu'il y en avait 2 dont il se souvenait et pouvait parler en détail, et qu'il buvait beaucoup pendant cette période. Les experts, interrogés pendant le procès, n'ont jamais dit que les fausses accusations d'enfants pour de l'argent arrivaient souvent. Gavin n'a pas dit avoir été agressé à son professeur, Dean Alpert. Il a dit que c'était faux, parce qu'il était harcelé par les enfants à l'école, qui disaient qu'il avait eu une interaction sexuelle avec Michael Jackson. Il dit qu'un garçon de 13 ans n'accepterait pas de s'humilier en faisant de fausses accusations dans une pièce pleine de gens, et en étant contre-interrogé par un avocat. Il dit que Gavin n'a pas dit avoir été touché juste après le voyage à Miami et que ses déclarations étaient cohérentes concernant la période où ce serait arrivé. Il dit que le comportement de Gavin en classe n'était pas si grave, qu'il avait été irrespectueux avec un professeur et que Gavin était maintenant un étudiant d'honneur dans son lycée et est diplômé d'une formation militaire des cadets. Il dit que Gavin n'a plus David Arvizo et Michael Jackson dans sa vie et il a Jay Jackson. À propos du fait que Gavin et Star ont été accusés de voler, boire, mal se conduire, se masturber à Neverland, que Star a menacé des employés avec un couteau et a été surpris avec un magazine pornographique, il dit que les employés qui ont été menacés par Star l'ont pris comme une blague. Il dit que les gens qui ont témoigné sur leur conduite ont dit qu'ils se comportaient mieux au début et dit que 5 semaines sans discipline expliqueraient ce comportement. Il dit que n'importe quel garçon adolescent qui séjournerait à Neverland finirait par se comporter comme Gavin et Star s'il était amené à jouer tous les jours, faire ce qu'il veut sans discipline, manger ce qu'il veut, sans école, sans devoir, avec pornographie et alcool, dormir quand on veut. Il dit qu'on ne sait pas si ces actes de Gavin et Star ont vraiment eu lieu ou pas, mais dit que cela n'a pas été noté sur les registres, notamment le fait qu'ils auraient conduit sur la propriété. Il dit que si les Arvizo ont été gardés à Neverland malgré ce comportement, c'est parce que les gens qui travaillaient pour Michael Jackson voulaient profiter financièrement d'eux avec leurs déclarations, vidéos, leurs images, et parce que Michael Jackson avait besoin de cet enfant dans sa chambre. Puisque leur comportement n'a pas été noté, ça doit être exagéré ou inventé. Il dit que puisque Gavin et Star étaient sous les draps, Rijó ne pouvait pas savoir s'ils se masturbaient. Il dit que si c'est vrai, c'est la preuve que Gavin et Star ont été sexualisés et accuse Michael Jackson d'en être responsable en disant qu'il leur aurait parlé constamment de masturbation, de sexualité et leur aurait montré des magazines pornographiques. Il dit que Star avait un magazine pornographique parce qu'il était désinhibé et qu'il ne l'aurait pas ramené de chez lui. Un enfant de 12 ans ne mettrait pas un magazine pornographique dans son sac. Il sous-entend que ces déclarations sur le comportement de Gavin et Star peuvent être fausses, mais que si elles sont vraies, c'est Michael Jackson le responsable. Il dit que Jay Leno n'a pas dit que Janet disait quoi dire à Gavin en fond sonore au téléphone pour obtenir de l'argent. Il dit que les comédiens ne leur ont pas donné d'argent, que l'exception est Chris Tucker car il avait une relation proche avec cette famille, mais il a pris parti dans ce procès. Il a emmené les Arvizo à un match et à un mariage. Il dit que ce n'est pas crédible quand Chris Tucker dit qu'il ne sait pas comment les Arvizo sont arrivés au mariage de son frère et qu'il ne les avait pas invités. Il dit que Devlin a commencé à pleurer quand elle a parlé du fait que son père l'aurait agressée et qu'on ne peut pas croire que ça n'aurait pas eu lieu. Star et Gavin ont dit tous les deux avoir bu de l'alcool avec Michael Jackson. Il dit qu'ils ont affirmé avoir bu avec Michael Jackson en présence de Marie-Nicole, qu'il appelle Simone, et Aldo Cassio, et que ces témoins n'ont pas été appelés au procès alors qu'ils auraient pu contredire leurs témoignages. Il demande pourquoi Gavin et Star auraient inclus la présence de témoins qui pouvaient les contredire.
Il dit que la police cherchait de l'ADN de sperme quand ils ont pris le matelas du lit de Michael Jackson, sachant que Gavin avait dit avoir éjaculé. Il dit que l'éjaculation a eu lieu dans le vêtement de Gavin et qu'il était peu probable d'en trouver sur le matelas 9 mois plus tard. Il dit que l'absence d'ADN n'est pas une preuve qu'aucune agression n'a eu lieu. Il dit que les finances de Michael Jackson étaient en difficulté car il avait un mode de vie extravagant qu'il ne pouvait pas se permettre et dépensait beaucoup. Il dit que suite au film de Bachir, Michael Jackson avait été accusé d'agression d'enfants et c'était un désastre de communication, pire que la plupart des problèmes d'image des célébrités. Il dit qu'il n'y a pas de preuve que quelqu'un aurait volé de l'argent à Michael Jackson parmi ses associés. Il affirme que des dîners qui auraient été payés au Arvizo correspondent à une période où Janet était chez Jay Jackson et les enfants à Neverland, et dit que ces dîners n'ont pas dû avoir lieu, et il suggère que l'argent a dû aller à Vinnie ou Frank. Il décrit Jason Francia comme un jeune homme profondément religieux, qui a eu des difficultés pour témoigner, et dit que pour Jason Francia, ce n'était pas juste des chatouilles inappropriées, mais des agressions. Janet avait vu des extraits du film de Bachir et pouvait avoir vu l'extrait où Gavin tenait la main de Michael Jackson, auquel elle faisait référence dans la vidéo, même si elle n'a pas vu le film en entier. Il dit que les enfants Arvizo ont reçu pour instruction de ne pas discuter de leurs témoignages entre eux et que les enfants n'aiment pas parler de ce genre de détails intimes entre eux. Il dit que Janet est quelqu'un qui n'est pas très bien éduqué, ne parle pas bien, ne présente pas bien, parce que c'est une victime de violences conjugales qui ont duré 16 ans. D'après lui, elle n'est pas assez sophistiquée pour préparer une pareille escroquerie. Il affirme que Gavin et Starr n'ont rien exagéré ou inventé en disant que Michael Jackson serait apparu nu devant eux. Il présente leur témoignage comme remarquablement cohérent et dit que tout ce que Janet a dit a été confirmé. Il dit « Janet Arvizo, franchement, ne peut pas enchaîner 2 phrases consécutives qui ont du sens. » Il dit qu'il a fallu du temps pour convaincre les Arvizo de parler à la police et les présente comme effrayés par Michael Jackson et ses associés. Il diffuse un extrait de l'interview de Gavin devant la police durant environ 7 minutes. Il dit que Mesereau dit que Gavin joue après avoir pris des cours de comédie et que le bon sens devrait dire au jury que non, et il décrit Gavin comme sincère. Ron Zonen dit que les accusations sont entièrement exactes, entièrement appropriées et entièrement vraies. Il demande au jury de déclarer Michael Jackson coupable de tous les chefs d'inculpation. Le juge donne des instructions aux membres du jury pour leur délibération, en rappelant les chefs d'inculpation. Il dit à Michael Jackson qu'il peut rester chez lui pendant les délibérations. C'est ici que se termine ce résumé de la journée de procès. Si vous voulez lire la retranscription du procès, vous trouverez le lien de la retranscription sous la vidéo. Si vous appréciez mon travail, je vous encourage à vous abonner, à liker la vidéo et à la partager.